Bonjour à tous, donc aujourd'hui un sujet qui est à la fois un sujet littéraire, un sujet historique, mais peut-être aussi un sujet opérationnel qui concerne nos contemporains dans la situation qu'ils vivent avec le réchauffement climatique, avec la fin des énergies fossiles, avec une démographie de 8 milliards d'êtres humains. Et le sujet, nous l'avons formulé ainsi, peut-on interpréter la société de consommation comme un hubris ? Et comme on le sait, ou comme on va le découvrir avec William Marx, l'hubris est une punition divine pour les peuples qui se sont livrés à la démesure. Et la société de consommation est une forme de démesure, et finalement, si le réchauffement climatique met un terme à l'humanité, peut-être est-ce une punition de la déesse Némésis. Alors nous allons voir ensemble si nous pouvons faire ce parallèle. Nous recevons un philologue, un spécialiste de la culture antique, William Marx. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, de dire quelles sont vos spécialités? Alors effectivement, moi j'ai fait des études de lettres classiques à l'École normale supérieure, et puis après je me suis orienté vers une discipline qu'on appelle la littérature comparée, la comparaison entre les diverses littératures dans le cadre d'études parfois assez larges de type culturel. Et mon travail en fait a consisté d'abord à regarder, à exercer cette comparaison dans les périodes les plus récentes, et puis peu à peu à étendre cette comparaison vers des périodes plus anciennes. Et actuellement, je pratique beaucoup la comparaison entre les périodes anciennes, et en particulier antiques, et la période contemporaine, les périodes modernes, précisément, à la fois pour montrer la différence qui existe entre ces périodes, éventuellement ce que les périodes antiques peuvent nous apporter, et aussi essayer de mieux comprendre ce que nous sommes, ne serait-ce que par la comparaison avec une altérité que représente l'Antiquité. Institutionnellement, je suis actuellement professeur de littérature comparée à l'Université Paris-Nanterre, mais en fait, j'ai été nommé professeur de littérature comparée également au Collège de France à partir de l'automne. Merci. Donc nous allons faire beaucoup d'allers-retours sur l'Antiquité et sur la période contemporaine. Alors je voudrais d'entrée de jeu lever une ambiguïté ou un malentendu possible sur ce qu'est l'Antiquité. Donc nous allons parler de l'âge classique qui va grosso modo du 8e siècle, Homère, Pythagore, jusqu'au 3e siècle, la période alexandrine. Et cette période est une période étonnamment moderne. La Terre est entièrement peuplée, il y a des cités, il y a des empires. On voit dans l'Anabase de Xénophon, qui est une errance de 10 000 mercenaires grecs à travers l'Anatolie, que tous les peuples sont installés, les Perses, etc. En Chine, c'est l'époque des royaumes combattants. On voit des batailles qui réunissent 100 000 combattants. Et il faudra attendre le XXe siècle pour voir des batailles avec autant de combattants, des batailles de taille comparable. C'est la naissance de la cité, donc qui dit cité dit civilisation, bien sûr. C'est l'invention de la science et de la philosophie. Et si on compare certains grands esprits de cette époque, par exemple Ératosthène, qui vivait quelque part autour de moins 300 et qui a calculé la circonférence de la Terre, et si on demandait à des contemporains de calculer avec les mêmes moyens la circonférence de la Terre, c'est-à-dire un bâton qu'ils plantent à Alexandrie et ensuite à Assouan, ils en seraient incapables pour 99% d'entre eux. Donc on est face à des gens qui sont d'une certaine façon nos semblables, et dans une Terre qui ressemble un peu à la Terre actuelle, en tout cas pour ce qui concerne les relations diplomatiques, les combats, les populations, etc. Alors j'en viens au sujet. Donc le sujet, c'est que depuis les années 60, l'Occident se livre à la consommation. Depuis une quinzaine d'années, il est rejoint par un certain nombre de peuples asiatiques, au premier rang desquels les Chinois, bien entendu. Donc on pense acheter un SUV, on veut aller prendre des vacances au bout du monde. La sexualité, avec les applications de dating, est devenue également un acte de consommation. On change de partenaire comme on change de marque. On ne pense plus aux morts. Donc le jour de la Toussaint, on va au cinéma, ou on oublie même que c'est la Toussaint. Nous avons également oublié notre statut de mortel. Nous avons enfoui la mort, on ne veut plus en parler, et on se souvient de ce que disait la foule au général victorieux à Rome, « Memento mori », souviens-toi que tu dois mourir, nous oublions que nous devons mourir. Et la question que je vous pose d'entrée de jeu, c'est que est-ce que cet acte de surconsommation, cette folie de jouissance individuelle, est un hubris ? Alors là, vous prenez effectivement le terme d'hubris dans une acception philosophique
qui est relativement récente, qui a été remise à la mode peut-être par les collapsologues, et qui se fonde sur un concept, ou d'abord un terme antique, qui a été réinterprété au cours du XXe siècle. Si vous voulez bien, moi je voudrais d'abord essayer de revenir à la signification antique de ce terme. Hubris, d'abord, est un terme dont l'étymologie est tout à fait incertaine, nous n'en connaissons pas l'origine, et qui signifie la violence injuste, hein, qui signifie l'outrage, et qui peut signifier dans un deuxième temps la démesure, la transgression, l'excès, le fait de sortir des règles. Et hubris, c'est un substantif qui a un ensemble de dérivés dans le vocabulaire grec, le verbe hybrizomai par exemple, qui signifie violenter, violer, maltraiter quelqu'un. Alors le terme hubris apparaît très très tôt dans les textes grecs que nous avons conservés chez Homère. L'hubris est utilisé dès les premiers vers de l'Iliade pour désigner l'injustice qui a été faite à Achille lorsque Agamemnon lui a enlevé sa captive Briséis. L'hubris désigne aussi, et caractérise également les prétendants de Pénélope à Ithaque, donc là nous sommes plutôt dans l'Odyssée, hein, qui mangent le bien d'Ulysse sans l'autorisation ni de sa femme, ni d'Ulysse lui-même qui est évidemment absent. Mais l'hubris, on voit en fait, ce qu'on voit dans les termes, donc dans les textes, c'est que l'hubris a d'abord en fait une signification juridique, hein, c'est-à-dire que c'est un terme qui est un terme légal. On parle de procès d'hubris, hein, graphe hubreos, hein, c'est-à-dire un procès contre la violence. Quand quelqu'un pratique une violence qui ne relève pas de la justice ou de l'ordre, hein, qu'il sort de l'ordre établi. Et en particulier, l'hubris, ces procès d'hubris, il s'adresse aux ivrognes, hein, à la jeunesse, donc dans des actes qui sont des actes désordonnés. Hein, et donc, ce qu'il me semble intéressant de voir, c'est qu'il y a d'abord une signification juridique de ce terme, et ensuite, effectivement, dans les tragédies, on peut voir apparaître, hein, ce terme pour désigner le crime, un crime qui ensuite sera puni. Et la punition de l'hubris, hein, celle qui consiste à sortir des règles, à sortir de l'ordre du monde, elle est exercée par une divinité qui est la Némésis, hein, envoyée, la Némésis divine, qui est le terme Némésis est intéressant parce que c'est un terme qui est lié étymologiquement au terme qui signifie le partage. La Némésis, c'est celle qui fait régner la distribution des sorts, en fait, entre les différentes créatures, en particulier entre les humains. Chaque être humain, chaque animal, chaque créature dans l'univers a son lot, a son espace, et ne peut pas en sortir. La Némésis est précisément celle qui fait revenir à ce lot originel. Et donc, de ce point de vue-là, l'hubris dans la tragédie, et c'est le cas par exemple dans les Perses d'Échille, l'hubris, eh bien, c'est le crime de Xerxès qui va essayer d'envahir les Grecs. Mais, alors, le crime d'hubris, en particulier pour Xerxès, consiste par exemple à avoir voulu traverser la mer, le détroit du Bosphore, l'Hellespont, sur un pont de bateau. Et utiliser la mer comme si c'était la terre, c'est déjà en cela un crime d'hubris. Donc on voit déjà qu'il y a un rapport dans la définition de l'hubris, dans les applications de l'hubris, avec la façon dont les êtres humains envisagent leur rapport à la nature et l'exploitent, et parfois l'exploitent de manière injuste et excessive. Donc c'est un terme tout à fait intéressant. Donc si on sort du domaine d'équilibre du monde, on est en hubris. Oui, alors, avec la
la difficulté qui est celle-ci. C'est pour ça que je résiste un petit peu, à certains égards, à l'utilisation du terme d'hubris pour la civilisation contemporaine, mais en même temps, je la trouve intéressante. Je vais vous dire pourquoi. L'hubris suppose qu'il y ait un ordre du monde. Et la question est, qui va définir cet ordre du monde ? C'est-à-dire que je peux avoir moi-même une certaine représentation de l'ordre du monde, mais vous-même ou d'autres personnes à l'autre bout de la planète, venant d'autres cultures, peuvent avoir d'autres définitions. Prendre l'avion, se déplacer en voiture automobile, ça peut être l'ordre du monde. Ça peut être, alors, c'est actuellement l'ordre du monde, effectivement, c'est tout à fait naturel. Et d'autres viennent dire, mais non, on ne devrait pas faire cela parce que cela pollue, ça crée des problèmes de carbone, etc. Bon. Donc, en fait, il y a, la question de l'hubris est toujours placée à l'intérieur d'une culture donnée. Et il se trouve qu'à l'intérieur de cités données, dans la Grèce, et chaque fois, les procès d'hubris se situent à l'intérieur d'un système juridique donné qui est, par exemple, Athènes. Mais ce qui est considéré comme hubris à Athènes ne sera peut-être pas nécessairement toujours considéré comme hubris ailleurs. Parce qu'il y a des rites, des pratiques, des habitudes. Hein. Et par exemple, il y a des populations qui sont considérées comme... il y a des êtres qui sont considérés dans l'hubris permanente. Hein. Les centaures, par exemple. Hein. Les centaures sont dans la violence permanente. Alors pour eux, il n'y a pas d'hubris, en quelque sorte. Ils ne connaissent pas l'hubris, mais c'est la civilisation, c'est précisément celle qui va essayer de... Sauf Chiron. Sauf Chiron, voilà, mais cette année, c'est vraiment l'exception, hein, mais qui confirme la règle. Donc, moi, ce que je trouve problématique dans l'idée d'hubris, c'est précisément l'idée qu'elle se revendique, elle se réclame d'un ordre transcendant. C'est-à-dire qu'il y aurait un ordre cosmique. Et qui va définir cet ordre cosmique ? Donc, il faut qu'il y ait débat. Nous sommes dans des sociétés démocratiques, et donc c'est le débat qui va essayer de définir cet ordre. Donc, on ne peut pas transporter, me semble-t-il, directement une notion qui est basée sur un ordre transcendant, cosmique, qui peut être intéressant, mais enfin, sur lequel nécessairement nous aurions envie de discuter. On ne peut pas directement la transposer dans la civilisation contemporaine. En revanche, il y a quelque chose qui me semble tout à fait intéressant dans l'utilisation du terme d'hubris par les anciens. D'abord, le terme est souvent lié en opposition ou en lien avec deux autres termes. Le premier terme avec lequel il y a une opposition, c'est la dike. La dike, c'est la justice, hein, et donc l'hubris s'oppose à la dike. Donc ça, pour le coup, le terme de justice est un terme que nous pouvons entendre. C'est-à-dire que nous devons être justes à l'égard des autres êtres humains, des autres créatures vivantes, hein, me semble-t-il. Et donc, il y a là, me semble-t-il, cette question de la justice, elle est, je crois, tout à fait fondamentale dans les politiques qui sont celles de nos gouvernements. Et puis, ça, la dike donc s'oppose à l'hubris. Mais il y a un autre terme, alors lui qui n'est pas en opposition, mais qui est souvent mis en parallèle avec l'hubris, c'est le terme de koros en grec. Et koros signifie la satiété. La satiété. Et donc, pour les Grecs, pour les anciens Grecs, effectivement, la violence, elle va de pair avec la recherche de la satiété. Et alors ça, je crois que c'est tout à fait intéressant pour nous, parce que nous avions tendance à penser que l'hubris, que la satiété est tout à fait normale, que nous avons un droit, en quelque sorte, à la satiété, à être satisfait dans nos désirs. Mais pour les anciens Grecs, le fait de rechercher la satiété, de ne plus avoir de désirs, de ne plus avoir de besoins, c'est déjà quelque chose de l'ordre de l'hubris. Et là, je songe par exemple à pour sortir du modèle grec, à cette sagesse diététique japonaise qui consiste à manger, à ne jamais aller jusqu'à la satiété lorsqu'on dîne ou qu'on déjeune, mais à toujours avoir un tout petit peu faim en sortant à table. Et il me semble que c'est là une pratique éthique qui peut être tout à fait intéressante et qui là permet de ne plus recourir à un ordre transcendant, parce que c'est à chacun de définir ce qui est son niveau de satiété et de ne pas aller au-delà de la ligne. Mais l'ataraxie chez Épicure, qui est d'une certaine façon l'extinction du désir dans une sorte d'équilibre, de ne pas aller trop loin dans les désirs, de ne pas aller trop loin dans la consommation,
c'est l'antithèse de l'hubris. C'est la solution à l'hubris, on est d'accord? Oui, tout à fait. Alors, l'hubris donc, doit être sanctionné dans la culture grecque. Il l'est par des tribunaux, donc par des humains, face à quelqu'un qui fait de l'excès dans la cité. Et il l'est plus généralement par la déesse Némésis, qui est la déesse de la juste colère des dieux, et qui vient sanctionner ceux qui se livrent à l'hubris. Et si on prend un auteur qui est le père de la mythologie grecque, Hésiode, celui par qui on connaît toutes les histoires mythologiques, dans la Théogonie, hein, évidemment, si on prend un autre ouvrage qui est Les Travaux et les Jours, Hésiode décrit les races humaines qui se succèdent, donc plusieurs âges dans l'histoire de la Terre, et à chaque fois plusieurs races humaines qui vont succéder, qui sont des races métalliques, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a la race d'or, la race d'airain, la race de fer. Elles se livrent à l'hubris, et elles sont éliminées, les unes après les autres. Donc, ça peut s'adresser à un individu, mais les dieux peuvent mettre un terme à l'humanité et la remplacer par une autre si elle se livre à l'hubris, ce qui est peut-être ce qui nous arrive actuellement, ou ce qui nous pend au nez d'une certaine façon, non? Oui, alors ça, effectivement, nous avons la conscience peut-être d'une fin prochaine de l'humanité, mais c'est une fin immanente, c'est-à-dire qui serait provoquée par nous. Alors il est vrai que les Grecs qui ont forgé ces mythes des âges anciens, alors il y a effectivement alors les archéologues, effectivement, peuvent retrouver un âge d'airain, un âge du fer, mais il y a d'autres métaux qui sont réutilisés et nommés par Hésiode, et là, il y a vraiment, effectivement, une sorte d'incertitude sur la signification qu'il faut y donner. Mais ce qui me semble intéressant, effectivement, chez les Grecs anciens et les Grecs de l'âge classique, c'est le sentiment qu'ils avaient, effectivement, d'un ordre qu'il ne fallait pas transgresser, et que la punition était toujours là. Alors eux-mêmes, malgré tout, n'avaient pas le sentiment, et ils avaient sans doute raison à bien des égards, ils n'avaient pas le sentiment eux-mêmes d'être dans la transgression, puisqu'ils croyaient en cet ordre transcendant auquel ils essayaient de se limiter, et qu'ils essayaient de respecter. Le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus tellement la croyance en un ordre transcendant. Il faut essayer de recréer une pensée de l'ordre, mais on ne peut plus passer par l'idée des religions, me semble-t-il. Il faut essayer, c'est par la réflexion philosophique, par le débat démocratique, qu'on peut essayer effectivement de sanctuariser, de sacraliser peut-être certains aspects de notre monde, de notre univers, de manière à recréer le sentiment de l'ordre. Mais à la différence de ce qui se passait chez les anciens Grecs, c'est là que je pense qu'on ne peut pas revenir malheureusement à ce qui se faisait 2500 ans avant nous, eh bien nous ne pouvons pas refaire appel à une transcendance telle qu'elle. C'est pas uniquement par le débat que nous pourrons recréer cette idée. On va voir ça précisément. C'est-à-dire qu'on va faire, à partir de maintenant, ce que je propose, c'est qu'on fasse un certain nombre d'allers-retours entre la culture antique, gréco-latine, et notre culture actuelle. Et de prendre un certain nombre de points, de voir comment eux réagissaient, comment nous réagissons-nous aujourd'hui. Alors, un premier thème que je vous propose, qui est l'évolution du concept de Dieu. On part de l'animisme avec des dieux qui ne sont rien d'autre que le vent, le feu, l'océan, à des dieux anthropomorphes, qui sont les dieux de la culture gréco-latine, de la mythologie gréco-latine, qui sont représentés en des statues humaines, mais qui restent, d'abord qui sont des créatures, qui n'ont pas créé le monde. Ils sont immortels, à la différence de nous, mais ils ne sont pas les créateurs de l'univers. Et on les représente par des statues, mais ils représentent des forces essentielles de l'univers. Donc c'est Éole, c'est le dieu du vent, Apollon, c'est le soleil, Hadès, c'est le dieu des forces telluriques, etc. Et les Juifs ont inventé un dieu totalement anthropomorphe, unique et tout-puissant, supposé être toute bonté aussi, en tout cas dans son successeur qui est le christianisme. L'islam a hérité de ce dieu. Et depuis 2000 ans, nous avons ce Dieu tout-puissant, et les dieux actifs, les dieux de la nature, ont disparu. Cette menace qui pèse sur l'humanité actuellement, n'est-elle pas une vengeance des dieux anciens, des dieux qui agissent, par rapport à ce Dieu anthropomorphe qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui ne s'exprime jamais,
et qui va peut-être mourir avec nous, puisque nous l'avons créé. Est-ce qu'on peut faire cette interprétation ? C'est une interprétation effectivement très engagée. Alors, il ne vous aura pas échappé que les dieux anciens ont forme humaine. Nous les voyons représentés sur les frontons des temples. Mais ce qui me paraît intéressant, et là j'irai un petit peu dans votre sens, effectivement, c'est que ce qui est représenté sur les frontons des temples, je pense en particulier au fronton du temple d'Olympie, c'est la lutte entre les dieux olympiens, qui sont les dieux de la mesure, les dieux de l'équilibre, contre les dieux des forces telluriques, contre les géants, contre les titans, qui représentent précisément ces forces mêmes de la nature. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, à l'intérieur même du système antique, dans la Grèce antique, il y a une dialectique entre les dieux de l'équilibre et les dieux telluriques. Et donc, il y a quand même, malgré tout, et là pour le coup, ça nous fait avancer un petit peu plus loin, il y a quand même l'idée qu'il faut apporter aux forces de la nature une sorte de mesure, une sorte d'équilibre, avec parfois une confusion entre les deux. C'est-à-dire que le dieu Apollon a été confondu avec le dieu Hélios, qui est le dieu du soleil. Donc Apollon, qui est pourtant le dieu du chant, de l'art, de la mesure, de l'équilibre, est aussi devenu le dieu du soleil. Donc parfois, les dieux olympiens, les dieux de l'équilibre, ont récupéré certaines de ces puissances de la nature. Ce sont des puissances de la nature, mais qui ont été en quelque sorte civilisées et rendues intelligentes. Donc il y a une sorte là de tension assez forte dans le panthéon grec entre ces dieux de la nature et ces dieux humains malgré tout, mais qui représentent une sorte de mesure et d'intelligence. Alors, concernant le dieu anthropomorphe, le dieu qui a forme humaine, alors qui vient moins de l'Ancien Testament plutôt que du christianisme, puisque c'est dans la théologie chrétienne que c'est créé l'idée que Dieu prenait forme humaine. Il me semble que ce qui a là peut-être que ce qui a été il y a quand même une avancée morale vis-à-vis de cela, c'est-à-dire que l'idée qui existait dans le monde antique, c'était que la faute que l'on pouvait commettre n'était pas liée à l'intention. C'est-à-dire que réellement, quand on transgressait la ligne, eh bien, il y avait une faute, et même si on la faisait de manière involontaire, donc on pouvait être puni, même pour des fautes involontaires. Avec le christianisme, avec l'idée de moralité qui arrive avec l'idée de l'intention, et de l'idée que Dieu regarde dans les cœurs, ce qui se passe aussi, c'est l'idée de l'intention. Donc ça a beaucoup changé le système juridique dans une humanisation quand même de nos sociétés. Alors ça s'est passé sur beaucoup de siècles, voire des millénaires, mais on peut dire quand même qu'il y a malgré tout un progrès. En revanche, je serais assez d'accord avec vous que l'un des problèmes des religions monothéistes, c'est précisément qu'elles sont monothéistes. C'est-à-dire que les problèmes que nous avons dans les sociétés actuelles sont des problèmes où chaque peuple, chaque civilisation a son propre Dieu et ne peut pas admettre le Dieu de l'autre. L'une des forces et l'une des richesses, je trouve, des sociétés antiques, c'était leur polythéisme, c'est-à-dire leur capacité d'admettre la pluralité des dieux. Et donc, permettre la rencontre des cultures. On pouvait accepter que les peuples voisins eussent d'autres dieux. Et les dieux pouvaient voyager, on acceptait de recevoir les dieux des voisins. Alors ce genre de choses, dans ce monde de collision entre les monothéismes, est difficilement imaginable aujourd'hui. Et je crois que, du point de vue de la tolérance, ce serait bien de revenir à une vision peut-être un peu plus polythéiste, un peu plus libérale des dieux que nos proches, que nos voisins. Ce serait intéressant de savoir comment les hindous vivent leur polythéisme, puisqu'il y a une population polythéiste aujourd'hui, qui est les hindous, et qui ne sont pas franchement ouverts en ces temps-ci, et de savoir comment on vit un polythéisme. Parce que nous sommes tellement marqués par la toute-puissance, par l'un en quelque sorte,
qu'on ne se représente plus qu'est d'être polythéiste. Tout à fait. Alors moi, effectivement, nous savons qu'il y a des problèmes d'intolérance en Inde actuelle liés précisément à l'hindouisme, donc il ne s'agit pas de parer le polythéisme en soi de toutes les vertus. Mais le polythéisme tel qu'il était pratiqué à Rome en particulier était très intéressant. C'est un polythéisme intégrateur. Personnellement, mon expérience personnelle du polythéisme, je l'ai, alors non pas par l'Inde, mais par le Japon. Parce qu'au Japon, effectivement, dans la religion shintoïste, on a un polythéisme. Alors, lorsque les prêtres occidentaux sont venus au Japon au XVIe siècle, ils ont souvent essayé de faire admettre le Christ comme étant une sorte de nouvelle divinité, avant d'essayer de faire comprendre que le Christ était en fait une divinité supérieure qui subsumait l'ensemble des autres divinités. Donc, en fait, les sociétés politiques sont parfois plus ouvertes à d'autres dieux, à d'autres religions. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est plutôt le politisme romain qui me semble intéressant de ce point de vue-là par son ouverture. Alors, autre parallélisme, le rapport à la mort. Alors que s'annonce la pire catastrophe peut-être qu'ait jamais connue l'humanité, nous sommes dans une société qui enfouit la mort dans l'indicible, qui veut imposer un risque zéro, qui n'accepte plus qu'un avion tombe, qui, lorsqu'il y a une tempête, va chercher un responsable et un coupable chez Météo France, chez les pompiers, auprès du gouvernement qui n'a pas prévu, qui n'a pas pris les mesures, etc. Et l'un des avatars actuels les plus fous, je trouve, alors c'est la fessée. Alors, donner une fessée n'est pas tuer quelqu'un, d'accord, mais on arrive à un niveau de zéro risque extraordinaire, alors que les anciens vivaient, la mort était là, elle était quotidienne. On connaît l'expression « il faut savoir mourir comme un Romain », c'est-à-dire mourir de la façon la plus efficace possible, et en se donnant soi-même la mort, si c'est nécessaire, bien sûr. Et comment voyez-vous la différence entre le rapport à la mort qu'on avait dans l'Antiquité et celui qu'on peut avoir aujourd'hui ? Alors le fait est que à Rome même, il y avait une sorte de liste d'exemples de vie romaine, et en particulier de rapports à la vie et à la mort. L'idée qu'on puisse affronter la mort était présentée comme un modèle de vie. Alors cela ne veut pas dire réellement que dans le peuple, les gens acceptaient la mort facilement. Les rites funéraires, effectivement, pouvaient faire intervenir des pleureuses et des émotions extrêmement fortes. La mort des proches a toujours été très difficile à accepter. Mais le fait est qu'il y avait ces modèles éthiques qui étaient présentés. Alors, s'agissait-il de la réalité même de Rome ou d'un discours ? La chose est peut-être discutée. Et les exemples de morts héroïques qui nous ont été conservés par les historiens ne sont précisément que des exemples. C'est-à-dire que ce ne sont pas des enquêtes statistiques, ethnologiques sur les pratiques réelles de la mort. Mais le fait est que pour des raisons effectivement simplement de progrès technologique, nous sommes beaucoup moins accoutumés à la mort. Alors, il ne vous a pas échappé que si réellement nous savions regarder la mort en face, et si nous désirions la mort, à ce moment-là, l'humanité irait gaiement vers la mort qui lui est annoncée par la catastrophe climatique, par exemple, et ce serait assez dommage. Il vaudrait mieux, à la limite, la peur de la mort est peut-être un bon moyen d'engager l'humanité à avoir une politique et des pratiques différentes qui permettraient d'échapper aux désastres annoncés. Par ailleurs, cette présence, et c'est vrai, très forte de la mort et de la douleur dans le monde romain, elle est aussi liée à la pratique, je ne sais pas moi, des jeux du cirque avec les gladiateurs qui quasiment se donnaient gaiement la mort
donner la mort en spectacle aux Romains. Moi, je ne souhaiterais pas a priori revenir à ce monde-là. Il me semble qu'une société qui effectivement fait de la vie une valeur est une société bonne et précisément qui pourra essayer de prendre des mesures pour lutter contre les problèmes écologiques qui sont les nôtres. Et d'autant que réellement, il me semble que la société romaine était une société qui fonctionnait sur ces exemples-là héroïques, mais qui ne correspondaient pas nécessairement à la réalité de la façon dont les gens vivaient quotidiennement la mort. Alors un concept qui est très présent dans la culture antique, qu'elle soit grecque ou romaine, c'est celle du destin. Et le destin a ceci, qu'il est bloqué, il est inévitable, on n'échappe pas à son destin. Quand bien même est-on prévenu, donc Oedipe est prévenu par l'oracle qu'il va tuer son père et épouser sa mère, il le sait, il va tout faire pour y échapper, mais c'est ainsi que ça va se passer. Or, aujourd'hui, on voit que depuis le premier rapport du GIEC de 88, nous savons ce qui se passe, et malgré tout, aujourd'hui, il va y avoir 100 000 vols commerciaux qui vont décoller et atterrir, 2 milliards de véhicules à moteur vont circuler, qu'à Pékin, qui est une zone humide et chaude, qui pourrait être inhabitable dans 30 ans, selon une étude récente, on vient d'ouvrir le plus grand aéroport du monde. Donc nous avons l'impression que nous, humains, aujourd'hui, fonçons vers la mort sciemment. On ne peut pas dire l'inverse, on le sait, et pourtant on ouvre cet aéroport, et pourtant on prend l'avion, et que quelque part c'est comme un destin. Et beaucoup de gens, je pense, le vivent comme un destin, c'est inévitable, comme un destin grec. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle ? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que les climatologues, les collapsologues parlent comme des Cassandres, justement. Oui. Il y a ce personnage très célèbre de la guerre de Troie, de Cassandre, qui annonce le désastre à différentes reprises et n'est jamais cru. Mais alors, elle n'avait pas voulu coucher avec Apollon, là était son crime. Mais Voilà, le problème, c'est que Cassandre elle-même était... Alors il y a l'hubris sans doute des Grecs, l'hubris de ceux qui ne veulent pas croire aux prophéties, mais en fait Cassandre elle-même avait été coupable d'hubris. C'est-à-dire que selon la légende, Apollon avait fait un pacte avec Cassandre. Si elle acceptait de s'unir avec lui, eh bien il lui donnerait le don de prophétie, il lui apprendrait à être prophétesse. Et donc il lui a appris le don de prophétiser. Et finalement, Cassandre a refusé de s'unir avec Apollon. Donc elle a rompu le pacte. Et de ce point de vue-là, elle a été coupable d'hubris. Elle n'a pas été conforme son comportement n'a pas été conforme à la dikè, à la justice. Donc en fait, dans le monde grec et dans les histoires grecques, il y a toujours une chaîne de l'hubris, c'est-à-dire qu'il faut toujours remonter, on peut toujours remonter très très haut dans les histoires soit personnelles, soit familiales, soit même des populations, et c'est une chaîne de l'hubris qui quasiment ne prend jamais fin, c'est-à-dire que le meurtre d'Agamemnon dans l'Orestie d'Échille est en fait aussi lié non seulement au fait que Agamemnon ait tué sa fille Iphigénie pour permettre aux Grecs de pouvoir traverser la mer jusqu'à Troie, mais c'est aussi lié à la malédiction et à l'hubris portée sur la famille des Atrées, la famille des Atrides, précisément en remontant donc au niveau des parents, des grands-parents de la génération de la guerre de Troie, où là effectivement des crimes horribles ont été commis. Donc il y a une chaîne d'hubris qui fait que les gens ne peuvent pas sortir de ce destin, sauf précisément par l'action d'une justice transcendante et par une réflexion rationnelle. C'est ce qui se passe à la fin de l'Orestie. Et c'est ce qu'on peut espérer pour aujourd'hui, c'est-à-dire que réellement, ce destin annoncé, on ne peut en sortir que par une sorte de mobilisation de conscience, qui est celle-même qui est vécue par Oreste à la fin de l'Orestie d'Échille, et par un tribunal à la fois humain et divin à la fin de l'Orestie, mais par l'idée que les humains prennent en charge aussi leur destin. Et c'est cela en fait que nous apprend la tragédie grecque également.
Alors, une autre caractéristique de la culture antique, c'est le lien permanent avec le passé, avec les morts, avec les personnages illustres de l'histoire, avec les mythes fondateurs. Donc on peut voir, et même au niveau du foyer, les dieux Lar ou les pénates, c'est quelque part la protection des ancêtres à l'intérieur de la maison. Ça fait un peu penser au shintoïsme. Alors, c'est pas exactement ça, puisque c'est les dieux du foyer, mais c'est quand même un peu aussi les ancêtres. Si on regarde les mythes fondateurs, chaque cité, chaque civilisation a son mythe fondateur, Romus et Romulus, ou l'Énéide, évidemment pour Rome, l'alliance entre Athènes et Athéna, entre la cité d'Athènes et Athéna, qui est fondatrice de la ville d'Athènes, et elle va devenir protectrice d'Athènes. Même à Marseille, cité grecque, Protis et Gyptis. À Carthage, la Didon, avec sa fameuse peau de bœuf qu'elle va découper en lamelles pour délimiter le territoire de Carthage. Il y a souvent un mariage, d'ailleurs, accepté ou refusé avec un chef local lors de la fondation de la cité. C'est le cas à Marseille, c'est le cas à Carthage, qui sera refusée pour Carthage, puisqu'elle mourra. Elle préfère mourir que se marier avec lui. À Rome, on fait sans cesse référence aux personnages illustres. On cite Cincinnatus, qui, après avoir vaincu, reprend sa charrue pour aller labourer son champ. Auguste, lorsqu'Auguste met fin à deux guerres civiles, celle de César contre Pompée, mais évidemment celle d'Octave contre Marc-Antoine, c'est une véritable restauration de l'ancien temps. Il restaure les dieux, il va chercher des jurisprudences datant de 3 siècles pour trancher des litiges. Bref, on est sans cesse dans des références aux temps anciens comme étant une sorte de courbe d'expérience de sagesse. Or nous, c'est tout l'inverse. On est sans cesse dans la nouveauté. Quand on enterre ses grands-parents, on ne va plus jamais sur leur tombe, même le jour de la Toussaint. On les oublie, on ne pense jamais aux morts. Et est-ce que vous percevez cette opposition? Vous êtes d'accord avec cette symétrie, quelque part, de situation? Il est vrai qu'en fait, il y a ce que François Hartog, à la suite de philosophe Krakauer, a appelé, il y a des régimes d'historicité différents. C'est-à-dire que les sociétés antiques étaient vraiment basées, tournées vers le passé. C'est-à-dire qu'elles ne trouvaient leur force, leur identité que dans le passé et que dans les morts. En fait, le territoire de la cité, le territoire de la patrie, si on peut utiliser ce terme qui peut être parfois utilisé dans l'Antiquité, c'est le territoire des morts. C'est là où sont enterrés les morts. Et c'est ce territoire-là qu'il faut défendre. Et ces références héroïques sont permanentes, c'est-à-dire que la tragédie elle-même, quelle est l'origine de la tragédie? La tragédie, ce sont des chœurs qui sont donnés en l'honneur de héros, et de héros locaux. Et donc c'est le héros fondateur de la cité que l'on va honorer, dont on va rappeler l'histoire. Ensuite, elle a pris la dimension que nous connaissons. Mais l'origine de la tragédie, c'est vraiment la glorification du héros fondateur de la cité. C'est ce que dit Hérodote. Et donc l'idée que la cité, l'État se retourne vers son passé pour trouver la force de subsister, d'exister, c'est absolument fondamental. Alors que nous vivons actuellement dans un régime d'historicité différent, c'est-à-dire que nos sociétés sont basées, au contraire, sont tournées vers l'avenir. Et elles ne trouvent leur justification le plus souvent, que dans cet avenir commun qui est projeté. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a peut-être le risque de ne pas assez respecter le sol. C'est-à-dire le sol où sont enterrés les morts. Il me semble que, par exemple, pour la société française, il me semble que revenir ce qu'on appelle les fondamentaux quand même de la société française républicaine, c'est-à-dire aux grands héritages de la Révolution, voire pour ce qui précède la Révolution, à tout ce qui était ce qui s'est passé sur notre sol, avec la diversité de cultures, de choses qui ont eu lieu sur notre sol, ça me semble tout à fait intéressant. La préservation de tous les patrimoines naturels, culturels, pensant à ce qui est arrivé à Notre-Dame de Paris récemment, me semble une sorte d'obligation pour un peuple, s'il veut exister, s'il veut envisager son présent et son avenir sereinement. Donc il me semble qu'il y a là quelque chose effectivement qui peut être emprunté, et en tout cas dont
on peut s'inspirer dans le modèle antique. Alors, si on prend le Sénat romain, par exemple, les familles patriciennes sont les familles fondatrices de Rome, la gens Aemiliana, les Iuli, les Claudia, etc. Et Jules César, donc les Iuli, Iule ou Ascagne, fils d'aîné, est né grand-père ou arrière-grand-père de Romus et Romulus, donc fondateur de Rome. Donc on se rattache sans cesse à cette ancienneté, à cette constance et cette permanence dans l'histoire. Alors j'en viens, ça va me faire la transition avec les vertus romaines, les mos maiorum, qui définissent les règles fondamentales de comportement dans la société si on est un Romain. Si on est un Romain, on doit respecter la fides, donc la fidélité, le respect de la parole donnée, on doit respecter la pietas, qui est la dévotion, le devoir envers les divinités romaines, au sens civique du terme. Hein. Les Romains croyaient-ils en leur Dieu? C'est une question qui ne sera jamais tranchée. La majestas, c'est-à-dire le sentiment d'être un peuple élu, d'avoir un destin, et Rome est un projet. Et face aux barbares, les barbares vont dans tous les sens, ils n'ont aucun projet politique. Ils n'ont aucune vue de leur destin, les Romains l'ont, c'est peut-être pour ça qu'ils ont résisté à la Seconde Guerre punique, c'est parce que eux avaient un projet. La gravitas, qui est l'ensemble des règles de conduite d'un Romain traditionnel, le respect de la tradition, la dignité, l'autorité, la constance, la constantia, oui, effectivement, ne pas revenir sans cesse, c'est l'anti-Sarkozy en quelque sorte, hein, et la frugalité, qui est celle qui est mise en avant par Caton, hein, par exemple, une vie sobre, extrêmement sobre. Et tout ça, c'est à l'inverse de ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait revenir aux vertus romaines? Alors, il faudrait sans doute y apprendre et à laisser, parce que la société romaine était une société extrêmement patriarcale, aristocratique, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que c'était les familles de l'origine de la fondation. Mais avec des ouvertures sans cesse, il y a des hommes nouveaux qui apparaissent, le Sénat passe de 100 à 200, puis de 200 à 300. Effectivement, beaucoup plus tard, c'est-à-dire effectivement, dans la suite de l'Empire romain, lorsque la citoyenneté romaine a été accordée à l'ensemble des peuples qui composaient l'Empire romain, là, effectivement, il y a eu une définition de l'humanité, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, qui a été donnée par l'Empire romain et qui me paraît tout à fait intéressante. Ah, donc, dans les vertus romaines, il y a aussi, on pourrait dire, il y a aussi le droit du pater familias, du père de famille, de vie et de mort. Théorique, ça ne s'est jamais passé. Enfin, on n'a pas de... Ça s'est fait malgré tout, mais donc, voilà, donc... Il y aura à apprendre à laisser. Moi, je reprendrai effectivement volontiers l'idée du frugalitaire. Effectivement, ça revient à ce que nous disions sur l'hubris et sur le fait qu'il ne faut pas rechercher la satiété. Hein, c'est-à-dire vivre dans une certaine frugalité, ne pas dans la société de consommation où nous sommes sans cesse appelés à vouloir consommer toujours plus et aller jusqu'au bout de tous nos désirs. L'idée que nous puissions nous restreindre dans nos désirs, ne pas aller jusqu'au bout, de nos droits. Je crois que là, ça paraît un principe tout à fait essentiel, et un principe de respect de la nature et de nos proches aussi, hein, et du reste de l'humanité. Si toute l'humanité, effectivement, veut aller jusqu'au bout de ses droits et de ses désirs, effectivement, elle court sans doute à sa perte. Et donc là, une éthique de la restriction me semble une bonne chose. Je reprendrai volontiers le frugalitaire, oui, tout à fait. Alors, avant-dernier thème, la violence et le rapport à l'autre. Aujourd'hui, dans les crises migratoires, on dit qu'il faut se comporter humainement. On parle d'accueil, on parle de mise à l'abri lorsque les migrants sont expulsés de leur campement. On parle d'une mise à l'abri. Dans la culture antique, le rapport à... Si on lit Suétone, Tite-Live, La vie de César par Plutarque, Tacite, le rapport à l'autre, c'est pas ça du tout. Hein. L'autre est soit un peuple qui a vocation à devenir peuple client, soit un danger, un futur envahisseur possible. Si on regarde ce que fait César avec les Helvètes, il prend prétexte de la migration des Helvètes, qui ne concernait pas Rome. Ils traversaient simplement les Iduins, un peuple ami, mais après ils allaient s'installer chez les... zut, j'ai oublié, enfin qu'importe. Il prend prétexte pour aller bloquer la migration des Helvètes. Dans son rapport au Sénat, il dit « J'ai tué 40 000 hommes, femmes et enfants ». Les enfants sont cités. Marius, qui est l'oncle par alliance de César, qui arrête à la bataille d'Aix-en-Provence, on en parlait tout à l'heure, les Cimbres et les Teutons, parle d'éradication de la race des Cimbres. Et qui est dans la permanence? Dans ce que certains appellent la nature humaine, est-ce eux ou est-ce nous qui souhaitons être prévenants vis-à-vis des migrants? Qu'est-ce que ça va donner dans un monde de 8 milliards d'humains où, si le réchauffement climatique se passe comme on le pense,
il y aura énormément de migrations. Va-t-on se comporter comme Marius et César ou va-t-on se comporter comme la Croix-Rouge? Alors en fait, le monde antique distinguait très clairement, soit les Grecs, soit les Romains, les situations de guerre et les situations de paix. C'est-à-dire qu'à Rome, comme vous savez, il y avait voilà, il y avait des rituels particuliers lorsque la guerre était déclarée, et le dieu Janus jouait un rôle dans ces rituels-là. Et donc les règles étaient différentes en temps de guerre et en temps de paix. Alors c'est vrai qu'en temps de guerre, parfois il n'y a pas de merci donné à l'ennemi. Mais même l'idée de ne pas avoir merci pour l'ennemi, de ne pas faire grâce à l'ennemi, est parfois considéré comme de l'hubris par les historiens. En particulier lorsqu'ensuite cela se retourne contre celui qui a exterminé telle ou telle population. On a des discussions assez intéressantes de ce point de vue-là chez Thucydide concernant la guerre du Péloponnèse. Donc avant l'Empire romain. Mais en temps de paix, les choses sont un petit peu différentes. Il me semble qu'il y a aussi une règle qui existait, qui était pratiquée et qu'on voit beaucoup apparaître dans les textes romains, en particulier les textes, c'est la question de l'hospitalité. L'hospitalité accordée aux étrangers. Et donc, moi, ce qui me semble intéressant, et c'est pour ça que vous parliez tout à l'heure de mariages qui sont fondateurs des cités, ces mariages sont souvent des mariages liés en fait à l'arrivée de populations qui font alliance avec d'autres populations. C'est ce qui se passe pour Marseille, c'est-à-dire que c'est la cité phocéenne qui envoie en Asie mineure, qui envoie un certain nombre de bateaux fonder un port, et il y a là alliance entre les Grecs et puis les populations qui sont sur place. Et cette alliance est scellée, en tout cas légendairement, par un mariage. Mais c'est exactement ce que raconte Virgile dans l'Énéide. En fait, Énée est un migrant. Il a fui Troie, qui a été incendiée. Il a fui la guerre avec de nombreux bateaux, toute une population. Et il cherche un port d'attache. Alors il manque de le trouver à Carthage, mais les dieux en ont décidé autrement. Et finalement, il atterrit dans le Latium. Alors là, les choses ne se passent pas facilement. C'est-à-dire qu'effectivement, certains peuples du Latium acceptent l'arrivée d'Énée, d'autres ne l'acceptent pas, et donc il y a des guerres. Mais il y a alliance finalement à la fin du poème. Mais ce qui me semble intéressant dans l'histoire, c'est que chez les Romains, il y avait, alors malgré cette dimension aristocratique de la société romaine antique, en particulier dans la République romaine, il y avait quand même l'idée que les Romains étaient d'origine étrangère. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des peuples autochtones. À la différence des Grecs, les Grecs se sont considérés toujours dans chaque cité comme des autochtones, en particulier les Athéniens, et qui sont nés du sol, réellement. Et les Romains, en fait, se considèrent comme étant venus d'ailleurs. Et donc, Florence Dupont a fait un très beau livre là-dessus, sur la question de l'origo, de l'origine des Romains. Chaque Romain se considérait, en quelque sorte, comme originaire d'une cité voisine. Et cette origo, cette origine, elle était inscrite dans son identité. Il me semble qu'il y a là un modèle intéressant pour permettre précisément d'accueillir les populations qui viennent d'ailleurs. Alors cela demande le respect effectivement des lois, des coutumes des pays dans lesquels on arrive, mais il y a aussi un devoir d'hospitalité. Et donc il y a là ici un échange et une négociation à avoir entre les différents peuples. Alors, dernier sujet un peu provocateur, la fin de l'humanité peut-elle être vécue comme une tragédie grecque? Alors, vous avez parlé des Perses d'Échille. La tragédie grecque a un certain nombre de caractéristiques. D'abord, elle est ouverte à tous, même les esclaves peuvent venir assister au spectacle, les enfants, parce qu'elle est donneuse de leçons. Il n'y a aucun suspense, c'est un drame, on sait exactement comment ça va finir, donc les gens ne viennent pas assister à la tragédie parce qu'il y aura un suspense, c'est comme Colombo, on sait exactement la fin, ils viennent pour participer au drame et frissonner, et si possible en étant à la place de l'ennemi, vaincu. Donc dans les Perses, c'est exactement ça, on se trouve à la place du Conseil des Anciens qui attend le messager vient dans les 15 premières minutes, il annonce le désastre complet,
Et là, les Grecs frissonnent parce qu'ils se mettent à la place. Ça aurait pu m'arriver, c'est comme dans le Super 8, on sait qu'on risque rien, mais ça aurait pu nous arriver à nous. Et dans les Troyennes d'Euripide, effectivement, Cassandre annonce le désastre, elle n'est pas crue, un peu comme les climatologues, c'est tout à fait exact, le parallèle que vous faisiez. Et les femmes sont là, leurs maris sont vaincus, morts, elles attendent les décisions des Grecs et elles savent que ça va être des décisions terribles. Donc, face au réchauffement climatique et à la crise environnementale, est-ce que nous sommes dans la situation des Perses et des Troyens, c'est-à-dire que nous sommes face à un destin qui est scellé, nous le connaissons, c'est perdu, et si c'est le cas, ne devons-nous pas vivre cette fin de l'humanité comme une tragédie grecque, c'est-à-dire que nous n'aurons pas d'espoir, comme les acteurs qui jouaient dans la tragédie, autant que ce soit beau. Alors ça, c'est une position assez dandy et esthétisante, qui consisterait à voir le malheur sous l'angle de la beauté. Mais comme vous l'avez dit, les Grecs avaient surtout en fait un rapport à la tragédie grecque, un rapport lié à l'exemplarité ou à la contre-exemplarité. C'est-à-dire ce qui était présenté sur la scène, c'était parfois des destins qui étaient les destins des ennemis, qu'il s'agit de Xerxès. Quand même, les Perses est représenté peu après la bataille de Salamine. Donc les Grecs ont plaisir à voir le malheur des autres, le malheur de l'ennemi. Et lorsqu'on raconte les malheurs d'Édipe sur la scène d'Athènes, il ne faut pas oublier que Thèbes était la cité ennemie de la Grèce. Donc c'est le malheur de l'ennemi aussi qui était l'allié des Perses pendant la guerre médique. Donc alors moi ce que je dirais en revanche, c'est que donc effectivement il y a un phénomène cathartique dans la tragédie grecque. En quelque sorte, on se libère de ses passions, c'est ce que dit Aristote lorsqu'on regarde la tragédie grecque. Mais ce sur quoi j'ai insisté dans mon livre sur la tragédie grecque, le tombeau d'Édipe, c'est précisément sur le fait que dans la réalité, la plupart des tragédies ne finissaient pas mal. Une bonne part des tragédies, se finissaient bien, contrairement à ce que nous pensons. Et en particulier, toutes les tragédies qui, comme au temps d'Échille, se passaient dans trois épisodes différents, trois tragédies qui se succédaient. C'était des trilogies de tragédies. Et le cas que nous avons conservé, c'est en particulier l'Orestie d'Échille, où finalement, Oreste est sauvé malgré le fait qu'il ait tué sa mère. Alors moi j'aurais tendance à prendre plutôt la tragédie sans le tragique, c'est-à-dire un happy end. Un happy end, effectivement, et alors sans doute avec une part forte de la décision humaine et peut-être un recours à une idée d'ordre qu'il faut imposer, mais je crois que quand l'ordre revient sur la scène, à ce moment-là, il y a un happy end. Je pense que c'est plutôt le type de tragédie auquel je veux croire aujourd'hui. Eh bien, espérons que Némésis ne nous sanctionne pas. Monsieur Marx, merci beaucoup. Merci beaucoup.